travail au corps. Comment santé et travail rebondissent au cours d'une carrière. Une série de podcasts de santé et travail, réalisés par Elsa Fener et Sarah Monimard. Travailler en tant que forestier dans la montagne basco-béarnaise, c'était quand même le Graal en ce qui me concernait. Et donc quand je suis arrivé ici au Pays Basque, au milieu de gens, d'un pays qui était le mien, mais en même temps, j'arrive dans quelques zones où c'est des champs de bataille. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de surveillance. Puis bon, je tombais dans une zone un peu où il y avait La forêt, c'était considéré comme une ressource bois, mais sonnante et trébuchante. Ce qui faisait la biodiversité, ce qui faisait le pays, c'était le pastoralisme. Et le reste, c'était un peu secondaire. Donc nous, on était un peu des fois les forestiers, les empêcheurs de tourner en rond. Il y avait quelque chose que je n'avais pas connu ailleurs, une non-reconnaissance, et c'est perturbant, c'est troublant. Je ne comprenais pas. Donc j'étais en déséquilibre. Cette situation, elle a été un moment, pour moi, quasiment irrespirable. Donc là, la santé, elle prend mal. Là. Moi, j'ai développé un peu des soucis au niveau pulmonaire. J'en avais jamais eu jusque-là. On écartelait un petit peu entre notre vision, une institution, des us et coutumes. Alors là, je me retrouve avec plein de choses contre moi. Et après arrive quelque chose à l'ONF, une deuxième couche avec le projet pour l'office qui arrive en 2002. En fait, je l'ai su plus tard, c'est le New Public Management qui arrive à l'ONF. On nous dit qu'il n'y a plus des usagers en forêt, il y a des clients, il y a des mots qui arrivent du monde marchand. Alors nous, on regarde ça avec les yeux écarquillés. De quoi ils nous parlent, ces gens-là? Et cette nouvelle gestion publique, elle arrive avec des instruments qui ne sont pas clairs. Et moi, je n'ai pas les mots pour lutter contre ça. Épisode 2. Se casser les dents. 40 ans, le temps des crises. En fait, ce qui aurait pu me coûter, même en termes de santé, ça aurait été le fait que je fasse quelque chose où j'ai perdu l'intérêt pour ce que je faisais. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui peut me mettre en souffrance, mais en danger même. J'avais l'impression de participer à un système extrêmement conventionnel. Et j'avais un peu de mal avec la toute-puissance médicale, la façon dont elle s'exerçait. Je trouvais que le fait d'être médecin, ça ne pouvait pas autoriser à tout dominer, à tout régenter. Je me suis dit rapidement, je ne vais pas rester là-dedans. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'avais 23 ans, et ça a entamé une période de 12 années où j'ai fait d'autres choses qu'infirmière. Et ça m'a permis de maturer, prendre du recul et du coup d'envisager la profession différemment. Et j'ai repris à l'hôpital en 1996. J'avais 39 ans. À ce moment-là, en fait, je suis rentrée en me disant « Mais si tu veux changer un système, tu ne peux pas le changer en étant extérieur. C'est dedans que tu le changeras. » Mais par contre, je pense que je n'ai pas mesuré l'impact psychique et émotionnel que pouvait avoir une institution dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Ce n'était pas la profession elle-même, c'était l'organisation institutionnelle qui m'a mise en souffrance. Ça m'a quand même menée au bord de l'effondrement. L'école de la politique, ça a duré 4 ans. On frôle ou on a le sentiment, alors que c'est très illusoire, de toucher le pouvoir ou d'être près de lui, alors que tout ça est très factice, mais c'est grisant. Donc voilà, on se laisse griser. La griserie, par définition, c'est quelque chose où on s'oublie. J'avais 35, 36 ans, on est jeune encore, et on essaye de vivre comme un adolescent, mais sauf qu'on n'est plus un adolescent. C'est marrant parce que ça me renvoie à une réflexion que je faisais quand j'étais môme, quand j'avais 15 ans. Je disais, moi je m'en fous, je veux vivre à fond ma vie, même si je dois claquer à 30 ans. Aujourd'hui j'en ai 64 et j'aimerais bien rester encore pas mal de temps avec vous. À cette époque-là, donc j'avais à peu près 30 ans, ça se passait plutôt bien. J'étais en bonne santé. Mon corps, quelque part, était un allié, que j'emmenais plus ou moins loin, avec plus ou moins de conscience d'ailleurs de ça.
Mais paradoxalement, je pense que les difficultés à l'époque n'étaient pas physiques, mais plus mentales. J'espérais à 30-35 ans poursuivre longtemps ce métier de documentariste. Continuer à pouvoir faire ces projets au long cours. Je pensais que j'allais travailler plus longtemps dans la presse. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne sais pas si j'avais pas fait connaissance avec Armand, avec mon mari. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, quel avenir j'avais. Depuis petite, je me laissais le conduire. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas essayé de partir non plus. Parce que mes 2 sœurs aînées étaient parties à Paris. Je me sentais bonne que pour être dans l'agriculture, moi aussi. Je n'avais pas connu autre chose. Nous avons repris la ferme des parents et après on s'en occupait. Mon beau-père est dans les 70 ans, ma belle-mère était plus jeune. Mais pour commencer, oui, ça a été dur parce que au départ, il fallait s'abaisser quand même. Hein. On avait été au jardin. Elle était assise sous son tabouret. Il fallait planter des poireaux. Mais elle me regardait. Oh, c'est pas bien droit. Et les poireaux, il faut bien les planter comme elle voulait. Eux se représentaient l'autorité. Et ça, je m'étais dit, mais j'ai quitté mon oncle et ma tante. Il fallait faire que ce qu'ils voulaient. Et je retombe dans le même schéma. Là aussi, c'est le travail qui m'en a sorti. Je travaillais avec mon mari dehors et on faisait ce qui nous plaisait. On a pris notre autonomie petit à petit. On a travaillé dur, oui. Et il y avait très peu de bêtes. C'était bon. On a commencé par défricher. On a fait du bois. Et après, très vite, il a acheté des brebis, après des vaches. Il avait acheté un petit tracteur. J'ai appris à conduire le tracteur. Et je le voyais, je disais, mais ça quand même, c'est autre chose que conduire les vaches et les mulets. Après, j'ai été enceinte assez vite. J'ai continué, oui, à travailler aussi. Même à monter sur des tracteurs qui n'étaient pas tout à fait aptes. Tandis que maintenant, les sièges sont quand même bien plus confortables. Avant, c'était assez dur, les sièges, mais non. Même quand j'ai eu mon 3e, j'ai fait du tracteur jusqu'à 2 jours avant. C'était dans les années 60-65. Là, déjà, il y avait un peu plus de confort. Avec ces appareils nouveaux, la machine à laver en premier pour une femme. Après, ça a été l'évacuateur de fumier. Ça, c'était juste presser le bouton et le fumier qui foutait le camp tout seul. Ces machines ont changé la définition du travail. C'est moins physique. La période dure était passée. Et malgré tout, on a travaillé, oui, on a travaillé dur. Mais de voir cette machine à laver et l'eau chaude au robinet, ça donnait envie de continuer. Je tombe sur un territoire où il y avait eu des vacances de forestiers. Il y avait personne, donc il y avait eu des habitudes qui avaient été prises avec des enjeux d'écobuage. L'écobuage, c'est la pratique du feu pastoral qui, des fois, rentre accidentellement dans les forêts et met à mal les forêts pour des fois 100 ans ou 150 ans. Donc c'est pas rien, hein. C'est quelque chose d'assez problématique quand on est forestier. Je n'étais pas habitué à ça, j'étais habitué à plus de rigueur partout où j'étais passé. Ça me secoue parce que quand même j'ai une responsabilité sur le territoire que je gère, donc je me trouvais dans une position quand même très difficile. Je perds un peu pied, j'ai des questionnements de divers ordres, et là je me retrouve en face d'un rapport au travail qui est différent, avec du déséquilibre. Je vois qu'il y a des choses qui m'échappent, mais j'arrive pas à les formuler. Ce côté d'impuissance au niveau de la santé au travail, ça provoque une mise en difficulté.
Bon, j'avais quand même une santé qui était bonne d'une manière générale, mais là, j'étais ébranlé quand même. Et personnellement, moi, ça a été clair. Quelques soucis pulmonaires que j'avais jamais eu jusqu'à présent. De l'inquiétude, des mauvaises nuits. On est moins relâché, moins de sérénité dans le travail, un peu plus de suspicion avec d'autres collègues, des rapports difficiles avec un chef direct, moins à l'aise dans le métier. Donc si on est moins à l'aise dans le métier, on est un peu plus en déséquilibre. Voilà, on est plus précarisé quelque part dans sa tête, il y a tout ça. En plus, fini de jouer au rugby, donc il y a une cassure aussi de plein de choses dans mon équilibre personnel. Une recomposition a lieu et j'ai plus le travail pour m'appuyer là-dessus. Et je comprends que le travail et le rapport au travail puisse ébranler fortement, mais très fortement des gens. Là je l'ai compris en le vivant. Je ne pensais pas que j'aurais des problèmes qui arriveraient de ce côté-là, quoi. Et ils sont arrivés en escadrille. Finalement, sur cette période-là, on va dire de grands reportages, je pense que ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est pas tant l'insécurité physique ou les risques pris pour réaliser ce métier qui était un problème. Je pense que l'insécurité financière et aussi psychique était plus délétère. C'est-à-dire cette difficulté à chercher de l'argent, en fait, et à trouver suffisamment de stabilité pour gagner sa vie au quotidien. Être constamment sur le qui-vive pour trouver les moyens de continuer à faire ce métier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de s'endormir. Il est indépendant, il y a très peu de marge de manœuvre, de pause. Ce sont des métiers qui demandent une énergie quand même soutenue et sur une longue durée. Parce qu'il n'y a pas vraiment de système de solidarité qui fait qu'on peut se reposer s'il y a un gros souci ou s'il y a une baisse d'activité. Et je pense quand même cette insécurité permanente, à la longue, elle finit par fatiguer, voire même à poser des problèmes de santé. Mais ça, cette situation s'est dégradée d'année en année. Certains magazines ont divisé leurs tarifs en deux en moins de 10 ans. Nous avons dû redoubler d'énergie pour essayer de combler ça. Et ensuite, il y a eu le passage au numérique. C'était très intéressant d'un point de vue de l'outil. Tout nouvel outil, il est enrichissant, il permet de l'expérimentation, de la recherche, etc. Soit. Mais le coût du passage au numérique chez les photographes a été endossé par les photographes. Donc petit à petit, en disant, oui, les conditions de travail de tous les journalistes se sont vraiment dégradées, à tel point que moi, en 2015, j'ai décidé d'arrêter. Le coup près pour moi, c'était les élections législatives de 1993, où la gauche qui était au pouvoir depuis 1980 s'est pris une tôle, et donc il fallait rengainer et aller retrouver une vie professionnelle le plus normale. J'ai eu l'opportunité de trouver un job dans l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Le rythme ne pouvait pas être le même parce que les métiers de cabinet sont des métiers quand même un petit peu particuliers. Mais par contre, j'ai toujours beaucoup bossé. Et ce que j'ai toujours aimé dans mes jobs, c'est toujours l'adrénaline, quoi. C'est-à-dire, il faut imaginer, créer des choses et tout. Et j'ai eu la chance, quand je suis rentré dans cette boîte, on m'a demandé de m'occuper d'un truc qui est au fond considéré par beaucoup comme un bâton merdeux. Personne vraiment s'en occupait, ou en tout cas n'avait pris le truc à bras-le-corps. Et du coup, je m'occupais de tout ce qui était alternance, taxes d'apprentissage, participation des employeurs à la formation. Au fond, c'était quelque chose qu'on créait. Alors là, pour le coup, là aussi, je me suis un peu oublié parce que j'étais conduit à me déplacer fréquemment en province de manière à aller tester des nouveaux types de formations. Ça faisait de moi un pigeon voyageur, si j'ose dire, puisque je me déplaçais en moyenne 2 voire 3 fois par semaine. Donc les déplacements, c'est quand même fatigant aussi. Puis je bombardais toujours, puisqu'à ce moment-là, je n'avais pas complètement arrêté la tabagie. Et à 36 ans, après mon divorce, j'ai fait un premier infarctus et je me suis soigné tout seul. C'est de la folie, mais c'est comme ça. C'est de l'inconscience. Pourtant, j'avais des responsabilités, mais on peut être très responsable sur le plan professionnel, très différent lorsqu'il s'agit de soi. C'est comme ça. Je n'ai pas tiré les conséquences de quelque chose qui était évident. Ça n'a été diagnostiqué que 6 ans plus tard ou 7 ans plus tard, quand j'ai fait véritablement un infarctus, où là, j'ai été hospitalisé et opéré, où j'ai failli mourir. Et au bout de 2 ans et demi, le directeur m'a demandé de venir le voir. Il m'a dit, écoutez, je voudrais savoir, est-ce que vous seriez intéressé par l'encadrement ?
Alors moi, j'y avais déjà pensé avant et je ne voulais pas être cadre parce que je ne voulais pas représenter une institution dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Mais entre-temps, je pensais que ça pouvait être une position intéressante pour faire bouger les choses et que ça serait intéressant de rebondir sur une nouvelle aventure, en fait. Donc j'ai dit oui, ça m'intéresse. OK. Et puis, le temps a passé. J'avais une jeune collègue qui était très bien, hein, vraiment, et qui me dit, il y a le cadre supérieur de santé, la cadre et le directeur qui veulent me voir. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, j'y vais cet après-midi. Alors, moi, je suis très forte pour faire des liens. Donc, je me suis dit, tu vas voir, ils vont lui proposer la formation de cadre. J'ai pris rendez-vous avec le directeur le lendemain. Je lui ai dit, monsieur, je viens me voir. Je pense vous avez proposé la formation de cadre à Stéphanie. Vous vous souvenez que vous m'en avez parlé il y a 1 an? Vous pensez que vous me faites quoi, là, en ce moment? Il m'a sorti une analogie dont je me souviens encore. Il m'a dit, vous comprenez, hein, pour rouler sur l'autoroute, je ne prends pas un 4x4. Je dis, alors que moi, je suis le 4x4 ou la Mercedes? Je suis le 4x4, je suis plus rustique, c'est ça? C'est quoi votre projet, du coup, pour votre 4x4? Il m'a dit, écoutez, je vous propose un deal. Vous faites fonction de cadre pendant que Stéphanie va à l'école des cadres. Et après, je vous mets uniquement sur le poste référente géronto et vous prendrez la responsabilité du SIAD. Le SIAD, c'est le service de soins infirmiers à domicile. OK. Donc pendant 1 an, j'ai fait fonction de cadre. Stéphanie est revenue et ça a été extrêmement, mais violent. Le cadre supérieur de santé, nous avons convoqué, elle et moi. Donc, j'avais un bureau et tout. Elle m'a dit, voilà, tu rends les clés à Stéphanie. Je veux que tout se passe bien. Je ne veux aucune rivalité. Je te demanderai d'être correcte. Je dis, oui, OK. Je lui ai dit, pour le SIAD, on fait comment? Elle me dit, le SIAD, c'est non. J'ai quand même demandé rendez-vous au directeur. Il m'a dit, oui, en fait, je me suis trompée. Vous ne pouvez pas avoir un poste de référente si vous ne faites pas l'école des cadres. Je lui ai dit, OK. Il m'a dit, non, mais il n'y a pas de budget pour ça. J'ai encore envie de pleurer en parlant. J'avais même pas un bureau. J'avais plus rien. C'était affreux, mais c'était dur, c'était dur. J'avais l'impression de ne plus être personne. Et là, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au dos, je me suis fait mal aux genoux, je me suis arrêtée, je reprenais. Et puis, à un moment donné, j'étais complètement paniquée, mais vraiment à l'idée de reprendre. Ça m'a mis dans un état d'angoisse, mais que je peux difficilement décrire. Je n'avais de goût à rien. J'étais mal. J'avais peur de sortir. C'est là où je suis allée voir un psychiatre. Il m'a dit, c'est un burn-out, je vous arrête, on commence par 6 mois, on verra après. Je dis, 6 mois? C'était pas dans mon horizon, hein. Il m'a donné un petit traitement que j'ai pris 15 jours, puis je me suis dit, non, c'est pas juste. C'est pas juste de te retrouver sous antidépresseur, alors qu'en fait, c'est pas toi qui as dysfonctionné. Donc, non. J'ai gardé mon arrêt pendant quelques mois et je me suis dit, OK, je ne reviendrai pas, c'est pas possible. À partir de l'arrivée de cette nouvelle gestion publique, ça menait à une distorsion, à un choc des cultures. Et c'était très difficile pour beaucoup de forestiers. Quand on a affaire à des gens qui arrivent et qui nous proposent ces outils de management ou des stages plus délirants les uns que les autres, comme écoute client, des choses comme ça. Démarche qualité. Alors démarche qualité, c'est quelque chose, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas au début ce que c'est la démarche qualité. Mais on voit qu'ils ont les yeux qui pétillent quand ils parlent de productivité, de rentabilité. On met les gens en concurrence les uns avec les autres. Il y a entre services. J'apprends plus tard que c'est du benchmarking. On est évalué sur des grilles, alors ça c'est assez incroyable, ces grilles où on évalue des traits de personnalité. Et nous, ça nous fait un peu peur. Et on discute entre collègues, on voit que ça ne va pas, on voit que c'est à côté de la plaque, qu'on s'éloignait du métier. On sent qu'il y a quelque chose de hors sol. Il y a eu énormément de suicides à l'Office national des forêts à partir de l'arrivée de cette nouvelle gestion publique. Et ça dure encore. Et les burn-out, où il y a beaucoup de tensions,
On est parti dans une direction qui est mortifère et moi je ne pensais pas vivre ça. Et un travail qui était exceptionnel, que des collègues ont vécu comme exceptionnel, on peut le rendre comme une situation vécue comme un enfer. Depuis un certain temps, je ressentais physiquement une sorte de contraction de tout le haut de mon corps. Et c'est très gênant. On sent qu'on est diminué, on sent que le corps ne répond plus. Et curieusement, dans mon esprit, il y avait quelque chose qui allait exploser. Je me rappellerai toujours lorsque je suis allé, j'étais en réunion et là j'ai senti que ça n'allait pas. Donc je suis sorti de la réunion, j'ai appelé mon adjointe, je lui ai dit écoute, je crois que ça ne va pas. Tu me ramènes à la maison, il faut que je me repose. Et quand elle a vu ma tronche, elle m'a dit, j'appelle les pompiers. Elle dit, tu vas pas emmerder les pompiers pour ça. Et donc, du coup, elle m'a ramené. Nous sommes passés à proximité de Béclair. Et là, prise d'un doute, elle me dit, tu es sûr, Philippe, que tu ne veux pas qu'on s'arrête à l'hôpital? Donc, j'y suis allé, droit dans mes bottes, debout. Je suis allé aux urgences, je me suis présenté. Voilà, j'ai dit, voilà ce qui m'arrive. Enfin, c'est pas compliqué. 3 minutes après, j'étais à poil sur un truc. Je leur ai dit, mais attendez, j'ai des rendez-vous. Ils m'ont dit, bon, maintenant vous arrêtez, vous oubliez tout, on est en train de vous sauver la vie. Et là, pouf, je me suis écroulé et je me suis retrouvé sur le billard en urgence. Le dernier mot que j'ai entendu avant de partir, ça a été « il s'en va ». Et le premier mot que j'ai entendu pour une renaissance qui, alors là, physiquement, a été douloureuse, c'est « atropine, atropine ». Et ma femme... Quand elle est arrivée, on lui a tendu un sac poubelle avec mes fringues et tout. C'était un sac poubelle bleu. À ça, on s'en rappelle. Bon, fort heureusement, j'étais vivant. Mais enfin, c'était assez... Le choc était assez raide, quoi. Il s'avère que j'ai quitté le monde des vivants pendant quelques secondes. Et ça, c'est aussi une expérience de vie qui vous ramène quand même à ce qu'est la vie et au caractère profondément éphémère de la vie. Et ça a fait de moi un homme nouveau. Je l'ai ressenti comme une libération, puis voir une renaissance ensuite. En même temps que les difficultés qui s'amorçaient dans la presse, les difficultés de production notamment, c'est joué beaucoup de choses aussi pour moi personnellement, mais qui ont eu des conséquences sur mon travail. Avec mon compagnon, nous avons suivi un protocole médical d'aide à la procréation qui a duré environ 5 ans. Une fois de plus, je reviens sur ce terme éprouvé, mais là c'était une épreuve au sens plein du terme. La PMA, c'est quand même un protocole qui est invasif pour le corps. C'est pas rien. Il y a beaucoup d'examens. Le corps est piqué, anesthésié. Quelque part, il est modifié par les hormones aussi. Il y a une dimension médicale intrusive et c'est aussi une épreuve psychique. C'est-à-dire c'est un parcours qui est quand même accompagné d'un yo-yo émotionnel, de difficultés psychologiques qui sont quand même complexes. Donc, moi, face à cette intrusion du médical dans le corps, j'ai pris conscience de l'importance du corps intime. C'est-à-dire comment, en tant que femme, je pourrais rester souveraine. C'est là où j'ai réalisé aussi que finalement, la matière première, elle était aussi intérieure. C'est-à-dire que désormais, je travaillais aussi, certes, en portant un regard sur l'extérieur, mais à partir de mon propre magma, quelque part. Voilà, aussi mes affects, ce que je pouvais traverser, etc. Cette épreuve, à la fois physique et psychique, m'a permis, je pense, de prendre conscience déjà de la fin de la toute-puissance, une forme de vulnérabilité, et donc aussi de développer une autre sensibilité, une autre manière d'appréhender désormais la suite. C'était Travail au corps. Une série de podcasts d'Elsa Fener et Sarah Monimard, produite par Santé et Travail. À retrouver sur santéettravail.fr. Prochain épisode, retomber sur ses pieds. La carrière revoit ses priorités.